Voici le livre que vous devez avoir lu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de The Goal, ou le but, par Goldratt. Ce livre est une parfaite introduction à la théorie des contraintes. Pourquoi vous devez connaître ça ? Parce que c'est un outil à avoir dans sa poche pour aborder et intégrer la dimension processus de nos métiers. L'humain, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Jean-Pierre et moi sommes Scrum Master et coach agile. On a eu l'occasion d'aider plein d'équipes et d'organisations en travaillant sur les relations humaines et les dynamiques de groupe. Et bien entendu, c'est un axe important, mais aussi sur les process et les méthodes de travail, car au final, pour être plus épanoui dans son travail, on se rend compte qu'on doit se sentir efficace et utile. Bienvenue sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne et surtout en activant les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine. La première particularité du livre The Goal, c'est de prendre une forme narrative. C'est une nouvelle. L'auteur nous explique donc les fondements de la théorie des contraintes via un récit qui sert à la fois d'exemple et de support illustratif, tout en rendant la lecture plus distrayante. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec les mises en situation dans les épisodes de Scrum Life. Le livre a été édité sous plusieurs formes. D'ailleurs, celui qu'on a acheté chez Scrum Life, c'est une adaptation du roman sous la forme d'une BD, ce qui, entre nous, rend sa lecture encore plus facile et rapide. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de s'étendre sur le livre lui-même, mais de parler des concepts qu'explique justement ce livre. On va donc parler de la théorie des contraintes, qui est souvent abrégée TOC de l'anglais Theory of Constraints. Alors quand même, on vous recommande chaudement de lire ce livre, notamment en version BD, c'est plié très vite. Alors pourquoi vous devez connaître la théorie des contraintes? La théorie des contraintes, c'est un outil qui va permettre d'abstraire un système complexe sous la forme d'un système compliqué, ce qui va permettre ensuite d'agir sur le dit système. Bon, si vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire de complexe et de compliqué, Robin avait fait une précédente vidéo où il introduit justement cette nomenclature. Mais ce qu'on peut dire rapidement, c'est que dans un système compliqué, les relations de cause à effet nous apparaissent. En gros, quand on fait un truc, ça provoque quelque chose. Alors que dans un système complexe, non. Il est très difficile de prédire l'impact d'une action donnée sur ce système. Un exemple de système complexe, c'est un écosystème. L'impact d'une partie, comme la disparition d'une espèce par exemple, peut être absorbé par le système, comme le changer ou le détruire complètement. Et cette approche, c'est une base du Lean. La théorie des contraintes est directement visible, par exemple, dans Kanban. En modélisant un flux de travail, cela permet de visualiser ces contraintes et donc, une fois visibles, d'agir dessus. Et puisqu'on ne peut pas prédire les impacts, alors on se met en position de les voir, et ça le plus tôt possible. C'est la théorie des contraintes, ça nous donne justement des outils pour travailler sur un système et l'optimiser. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous allez voir que la théorie des contraintes, au final, formalise et explique un concept qu'on énonce souvent, le fait que rechercher la productivité d'un sous-ensemble est contre-productif au niveau du système. Il faut prendre une vision d'ensemble, ce qui compte, c'est l'efficacité de l'équipe dans sa globalité, et non pas celle de ses membres individuels. Si on optimise le travail d'une personne en bout de chaîne, par exemple, mais que le système ne lui fournit pas assez de travail, ça bloque malgré cette optimisation. Expliquons rapidement la théorie des contraintes. Il est important de bien comprendre que dans l'ensemble du système et du flux de travail de ce dernier, certains sont des bottlenecks, des goulots d'étranglement, alors que les autres, non. Et ça change tout, qu'un élément soit un bottleneck ou qu'au contraire, il n'en soit pas un. Premier exemple très concret, comment est-ce qu'on calcule le coût d'une étape donnée du flot de travail? La réponse naturelle qu'on a spontanément, ça va être de se baser sur le coût de l'ensemble des machines et de la main-d'œuvre impliquées justement pour faire cette opération du flot de travail. Eh bien non, c'est effectivement ce calcul qu'on va suivre si on n'est pas sur un bottleneck, pour un non-bottleneck. Mais pour un bottleneck, c'est totalement différent. Pour un bottleneck, on va indexer le coût de cette étape bottleneck, sur la valeur du travail fourni par tout le système. Eh ben ouais, parce que si un bottleneck est bloqué, alors tout le système est bloqué. Et alors, rien du tout ne sort de l'ensemble du système. Et là, déjà rien que ça devrait vous retourner le cerveau. Pour illustrer ce concept, cette idée, on va prendre un exemple. On va partir justement sur une équipe de 6 personnes avec 6 membres.
On va dire que en gros, cette équipe, elle coûte 3 000 € par jour hein, d'un point de vue dépenses. Je fais la fameuse approximation d'un taux journalier moyen de 500 €. Ne me tenez pas rigueur pour ça, c'est juste que 500 € c'est quand même super pratique pour faire les calculs à la louche. Donc cette équipe, elle maintient un produit, un service, bon bref, peu importe en tout cas, voilà, disons, elle fait tourner une boutique et qui fait rentrer 100 000 € par mois en moyenne. Si on part sur 20 jours travaillés dans le mois, ça fait que en gros, pour chaque jour travaillé par l'équipe, on rapporte 5 000 €. 100 000 € divisé par 20 jours ouvrés, ouais c'est ça, ça fait 5 000 €. Dans cette équipe, il y a un de ses membres qui a une expertise qui est très spécifique, très pointue, qui est rare. Une expertise qui fait qu'on ne peut pas livrer en fait sans sa contribution. Vous me voyez venir, hein, pas vrai, hein? Ce membre de l'équipe, c'est bien entendu un bottleneck. Sans lui, tout est bloqué. Ce qui n'est pas le cas des autres membres. Hein. Les autres membres sont capables de reprendre le travail les uns les autres, etc. Ils ne sont pas des bottlenecks, contrairement à ce membre de l'équipe qui a cette expertise vraiment assez rare, très spécifique, très pointue. Dès lors, dans la nomenclature de la théorie des contraintes, si le coût de chacun des autres membres de l'équipe, il est bien de 500 € par jour, le prix, on les paye, bah celui du membre bottleneck, lui, il est de 5 000 €. Car on parle ici de coût dans le sens de manque à gagner. Concrètement, si un autre membre de l'équipe est absent, on perd juste, entre guillemets, sa capacité à produire. Voilà, il se fait remplacer par les autres, l'équipe est un peu moins nombreuse, elle produira un peu moins, mais elle n'est pas bloquée. Par contre, si c'est le membre de l'équipe bottleneck qui est absent, hein, ce fameux expert avec une expertise rare et unique, alors ben, on livre rien du tout. Et c'est toute la production qui est en péril. Et dans ce cas-là, ben, le manque à gagner, justement, c'est l'ensemble des revenus générés par l'équipe. C'est donc l'ensemble des 5 000 € qu'on génère en moyenne par jour. La conclusion de ce calcul, elle est logique. Il faut investir pour réduire, voire pourquoi pas même enlever ce bottleneck. Alors comment faire ça? Là pour le coup, c'est à vous de voir, hein. Ça peut être via de la formation, de l'accompagnement, du recrutement. La théorie des contraintes, elle aide à visualiser les contraintes et elle aide à mesurer l'impact aussi des tentatives qu'on fera pour les influer. Ça aussi c'est intéressant, par exemple, si on met en place de la formation, est-ce que effectivement ça a l'impact qu'on en attend? Est-ce que c'est toujours un bottleneck? Et puis en cascade, ce chiffre qu'on mesure sert aussi un peu de guide pour voir jusqu'à quel point c'est raisonnable d'investir. Vous avez remarqué le titre du livre là? Pourquoi est-ce que le livre s'appelle The Goal, le but, et non pas, je sais pas, la théorie des contraintes, tout simplement? Parce que le goal, c'est un autre élément fondamental de la théorie des contraintes. Il vous faut un but. Il faut un objectif holistique au système qui va justement permettre d'identifier les contraintes du système. Dit autrement par Marilyn Cole, si tu pars sans savoir où tu vas, quand t'arrives, c'est pas là. Et cet enseignement du livre nous aide à éclairer sous un jour différent un concept dont on vous parle très souvent sur la chaîne, la notion d'objectif. En Scrum, le Sprint Goal et le Product Goal. On vous parle souvent du Sprint Goal et du Product Goal comme levier de motivation de l'équipe, comme moyen de donner du sens, comme outil essentiel pour prioriser et arbitrer. Mais il y a une autre raison, encore plus fondamentale, à l'importance critique du Sprint Goal et du Product Goal. Sans objectif clair, unique, partagé, impossible d'appliquer la théorie des contraintes. Et donc, impossible d'aborder un système complexe abstrait à un système compliqué. Sans Sprint Goal, vous ne pouvez pas définir le plan d'itération par exemple, c'est-à-dire la solution compliquée aux problèmes complexes qu'on essaye de résoudre. Regardez par exemple comment une équipe utilise à chaque instant le Sprint Goal ou le Product Goal. Notre objectif, c'est de permettre aux commerciaux de générer eux-mêmes leurs rapports, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif? Quel est notre niveau de confiance aujourd'hui pour réussir à permettre aux commerciaux de générer eux-mêmes leurs rapports avec le plan qu'on vient d'établir? Comment peut-on ajuster le plan pour augmenter nos chances de permettre à nos commerciaux de générer eux-mêmes les rapports? Au vu de ce qu'on a déjà mis en place là, est-ce qu'on peut dire qu'on permet maintenant aux commerciaux de générer eux-mêmes les rapports? Est-ce qu'on est bon au final ou est-ce qu'il nous manque quelque chose encore? Donc, pour rappel, notre Product Goal actuel, il est bien d'augmenter l'efficacité des commerciaux. Donc, dans ce but, notre Sprint Goal était de leur permettre de générer eux-mêmes leurs rapports.
Alors, maintenant qu'on a mis une solution en place, on va regarder ensemble si effectivement ça nous rapproche de notre product goal et dans quelle mesure. Et oui, là ce qu'on voit dans une équipe Scrum qui fonctionne bien, le sprint goal et le product goal doivent être toujours dans la tête de l'équipe Scrum. À nouveau, on te recommande chaudement de lire ce livre, c'est un véritable petit bijou. D'ailleurs, on ne t'a pas tout dit dans cette vidéo, donc vraiment, encore une fois, lis le livre. Et on t'a d'ailleurs préparé un lien affilié. Si tu veux acheter ce livre, ça te permettra de soutenir Scrum Life au passage. On touchera une petite commission. Tu trouveras le lien dans la description. Est-ce que tu es déjà abonné? Parce que si c'est pas le cas, bah justement, abonne-toi. Et puis dans tous les cas, mets le pouce vers le haut si tu as apprécié cette vidéo. Et partage cette vidéo, partage-la autour de toi à d'autres personnes qui la trouveraient utile. Et plus généralement, si tu veux retrouver les livres qu'on recommande sur la chaîne, inscris-toi à notre formation gratuite en cliquant ici. Tu y trouveras la librairie de Scrum Life avec tous les livres qu'on a pu présenter sur la chaîne. Pour aller plus loin sur le sujet, pour voir comment concrètement la théorie des contraintes s'applique dans le monde agile, eh bien découvre Kanban en regardant cette autre vidéo qui le présente. Vous êtes mes plus grands fans!